Bonjour à tous. Alors, dans le cadre du VIE, on parle de viticulture innovante et éco-responsable. En innovation en irrigation, il n'y a rien. Ce qu'on applique en France, ça existe depuis très longtemps dans d'autres pays. Donc, on applique juste des technologies qui viennent d'ailleurs. Par contre, où on peut être très très bon, c'est sur la partie économie et écologique ou responsable dans l'utilisation de l'eau, on va dire. Juste quelques rappels pour la partie irrigation. 4 phrases que j'aime bien rappeler dans les présentations. L'irrigation au goutte à goutte ne résout pas tous les problèmes liés au changement climatique, à l'évolution du climat. D'accord ? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce sont des, on va dire, en un quart d'heure, j'ai un condensé de 3-4 jours ou plus de formation. Donc, l'irrigation goutte à goutte ne résout pas tous les problèmes liés au manque d'eau. Un réseau d'irrigation non entretenu en 3 ans marque que des erreurs, jusqu'à 60% d'erreurs, ça j'y reviendrai un peu plus tard, ça dégrade très rapidement, 60% d'erreurs, je l'ai dit. Et l'irrigation, c'est très chronophage. Si on veut faire une irrigation précise, avec un bon pilotage en fonction de nos objectifs, ça prend du temps. Quand on parle tout à l'heure, on a vu les domaines de Boissé, tout ça, 40 hectares, on a bien cité dans le travail qu'il y avait des personnes qui s'occupaient de ça. Si vous voyez, il y a un système de pompage, il y a un système de filtration, il y a un système de fertirigation, ça rajoute du boulot. Donc, il faut bien le prendre en compte. Ça, je le précise surtout pour tous les futurs irrigants. Donc, on va partir du principe que nous, on peut irriguer. On est dans un VIE, on a vu que si on choisit de faire des rendements relativement élevés, comme l'a dit Denis tout à l'heure, nous, dans le sud, sans eau, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il faut connaître notre disponibilité. Quelles sont les dates assurées? Si même les fournisseurs en eau commencent à nous poser des lapins au moment où on va vouloir irriguer, on commence peut-être à avoir des problèmes. Donc ça, il faut être sûr de connaître nos disponibilités en eau, c'est-à-dire en volume et en date, pour ensuite savoir ce qu'on va implanter au niveau de notre propre réseau d'irrigation. Et là, en fonction des tailles, on va se faire accompagner ou non. Il y a un hall dédié à l'irrigation. Je vous invite, ceux qui sont dans cette phase-là, d'aller voir un petit peu les installateurs. Et ensuite, les disponibilités en eau et les dates de disponibilité en eau, justement, et les volumes d'eau vont nous dire si on peut faire de l'irrigation en aérien ou en enterré. L'enterré, c'est très bien. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Il faut arriver à les valoriser. La partie filtration, c'est le point clé de tout système d'irrigation. On a vu dans les photos, dans la présentation du domaine de Boissé, il y a une très grosse station de filtration. C'est la clé d'un système d'irrigation qui fonctionne correctement. Par contre, ça demande de la maintenance. Il faut faire très attention quand on nous dit oui, c'est de l'auto-nettoyant, il n'y a pas besoin d'entretien. Ce n'est pas vrai. Un filtre, il faut le nettoyer. Et ensuite, il y a toute cette notion de, on va dire, de regroupement des vannes ou des systèmes d'utilisation qui sont très importants pour le gain de temps dans les années futures. Au niveau de la signature du devis, vous allez dire, ah ben c'est très cher parce que je fais un regroupement, donc j'ai plus de lignes de tuyaux. Mais sur les 25, 30 ou 40 années qui vont vous accompagner ce système d'irrigation sur votre vignoble, c'est très rentable. Mettre des vannettes à toutes les têtes de parcelles, ça devrait être interdit. Bon, il y a plein de petits points de suspension. Et ensuite, on va regarder tout ce qui est la répartition et la forme de nos parcelles. Parce que ça, c'est très important pour savoir par où va passer l'eau. Et là, le viticulteur, c'est celui qui connaît vraiment ses parcelles, ses terrains, et est-ce que c'est facile de mettre des lignes d'irrigation, des gros diamètres, des petits diamètres, à quels endroits ça va être le moins problématique, à quels endroits il y a le moins de passage au niveau de la mécanisation, tout ça. Bon. Et aussi les endroits où on va pouvoir regrouper pour éviter qu'il y ait des problématiques de passage du matériel, passage des engins. Quelques cas, hein, chacun va avoir une ressource différente. On va avoir un forage, on va avoir un puits, on va avoir une retenue d'eau, on peut être sur des réseaux sous pression. Donc il y a une ligne conductrice lorsqu'on va faire nos choix, si on va être accompagné ou pas, suivant le réseau d'irrigation que l'on va avoir. Et en fait, chaque cas est différent. Et à chaque cas, il faut s'adapter. Donc, ce qui fonctionne chez votre voisin ne fonctionne pas forcément chez vous. Et là, il va falloir bien s'adapter. Donc, ça, c'est au niveau de la ressource en eau. Et ensuite, ça va être la même chose au niveau du parcellaire. Est-ce qu'on a un parcellaire éclaté? Est-ce qu'on a un parcellaire regroupé? Tout ça, il faut bien vous faire accompagner. Je parle pour les nouveaux irrigants, principalement, pour savoir comment on va designer le réseau principal et le réseau secondaire.
L'intraparcellaire, c'est très simple, mais ce sont surtout les principaux réseaux. Là, comment j'accompagne toutes ces parcelles-là. Là, c'est un cas que j'ai accompagné. Les 2 parcelles là-haut en violet, on les a abandonnées. On ne les rentre pas dans le système d'irrigation parce que lorsqu'on fait un Excel de coûts d'installation et de, rentabilité, elles ne servaient à rien ces 2 parcelles-là. Et s'il faut mettre 40 000 € de plus pour aller irriguer 2 parcelles qui déjà ne sont pas très productrices, ça ne sert à rien. Donc il y a toute cette notion-là où il faut venir voir ce que notre volume en eau peut nous donner et notre terrain peut nous donner. D'accord ? Et là, même si nos copains d'installation de réseaux d'irrigation, eux, ils vont vouloir tout installer parce que c'est rentable pour eux, d'un point de vue agronomique et d'un point de vue de la production, ce n'est pas forcément tout le temps rentable. Il faut bien y penser. Et ensuite, il faut penser à la maintenance et à tout ce qui est le passage des engins, donc où on va installer nos regroupements. Réflexion agronomique, viticole et hydraulique, c'est ce que je vous ai dit, il faut penser à tout ça, on continue et on fait, c'est de la redondance. Travailler tout seul dans un coin, c'est très difficile, il faut parfois se mettre à plusieurs et ne pas hésiter à échanger entre nous techniciens conseillers, les techniciens d'installation et le viticulteur. Et toujours je dis, c'est le viticulteur qui connaît le mieux ses parcelles, donc c'est vraiment à lui de mettre les jalons sur le projet. Ensuite, savoir piloter. Là, on arrive dans une deuxième phase. Il faut définir les objectifs. Un pilotage d'un VIE, ce n'est pas la même chose qu'un pilotage d'un vin en AOP où on a des restrictions au niveau des rendements, où on va avoir des restrictions au niveau de l'utilisation en eau, enfin où on a différentes restrictions. Donc il faut bien savoir définir ce que l'on veut dire par piloter, connaître toujours les capacités et les contraintes de son réseau. Ça, ce sont des choses qui semblent basiques. Mais si je prends 10 irrigants, il y en a 9 qui ne connaissent pas leurs contraintes. Ensuite, il faut apprendre à anticiper l'irrigation. Denis en a parlé. Le débourrement, c'est la phase clé et ça prépare débourrement, floraison, ça prépare votre récolte de l'année, mais aussi l'année suivante. Donc, il y a des périodes de stress qu'il faut anticiper. Et là, c'est contre-intuitif. Nous, on voit une vigne verte, on se dit, pas besoin d'irrigation. Si notre sol est sec, on se fait avoir. Et ensuite, il va falloir s'adapter à tout ce qui est les variations climatiques. L'irrigation va devenir de plus en plus complexe parce qu'on ne va pas pouvoir répéter l'année 2018 sur l'année 2026, par exemple. Chaque année va être différente en fonction des secteurs et avec des climats très localisés. Ensuite, bon, les outils, il en existe énormément. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, il faut bien choisir l'outil en fonction de notre objectif et connaître l'outil que je vais installer, que ce soit de la modélisation, que ce soit des capteurs, que ce soit juste des observations, par rapport au temps que j'ai à lui consacrer. Le premier outil de pilotage, j'en vois qui sourit, c'est le compteur. C'est le compteur, le premier outil de pilotage. Ce n'est pas un outil de contrôle pour vous, c'est un outil de pilotage. D'accord ? Et c'est l'outil que la plupart des viticulteurs ont peur d'installer pour être fliqué. Ce n'est pas du flicage, c'est pour vous, pour votre utilisation. Si on n'a pas de compteur, on ne sait pas ce qu'on applique. Si on ne sait pas ce qu'on applique, on ne peut que se planter. Que ce soit par excès ou par défaut. Donc, ça, c'est le premier outil. Et ensuite, au niveau du pilotage, il faut toujours commencer par le sol. On a vu tout à l'heure, on a parlé en premier de texture, mais on a aussi parlé de pierrosité. Donc les éléments grossiers, ça va nous permettre de savoir notre RU. Bon, vous avez tous vu en cours d'agro ces courbes-là. Et ensuite, Denis l'a dit très rapidement, mais ça m'a fait plaisir, c'est le fer à béton. Le fer à béton, c'est le premier outil, c'est la première sonde, c'est votre premier capteur. Si vous n'avez pas de fer à béton, vous pouvez avoir une tarière. Et avec une tarière, après une irrigation, vous savez jusqu'où vous êtes arrivé. Ça va nous servir en fertirrigation, ça va nous servir en irrigation. Ce sont des outils très simples. C'est la base. On fait des trous à la tarière, on voit jusqu'où notre goutte à goutte est descendu. Mais il faut aussi connaître comment fonctionne, bon, ça c'est notre goutte à goutte pour savoir jusqu'où descend l'eau, et aussi comment fonctionne notre plante. Et notre plante, on revient toujours sur notre fosse, parce que dans notre fosse, on aura vu où est notre système racinaire. C'est notre objectif. Il
faut pas penser qu'on va irriguer des racines qui vont à 5 mètres de profondeur. Ok, la vigne, elle peut développer des racines très très profondes, mais ce n'est pas celles qui vont être utiles. Et ensuite, il va falloir voir en fonction des stades phénologiques. Donc, on va faire un suivi de tout ce qui se passe. Ah, là, ça s'est inversé au niveau des photos. Mais en fonction de la saison, on ne va pas avoir la même croissance végétative, on ne va pas avoir la même demande évaporative. Donc, il faut s'adapter en continu. Et les volumes d'eau, ils sont peut-être restreints. Par contre, il va falloir jouer sur les fréquences. Denis l'a expliqué tout à l'heure dans ses essais. Ils étaient à des irrigations relativement séquencées et rapprochées. En fonction de nos objectifs ou de nos types de sols, on va pouvoir espacer, faire des irrigations peut-être un peu plus longues. C'est moi ? Je suis trop de choses à présenter, pardon. J'accélère un petit peu. Ça, c'est que des photos, c'est juste pour les rappels des stades phéno. Ah, ok. Voilà, j'y suis. Et ensuite, on va avoir besoin d'informations sur le climat. L'être humain est un désastre pour arriver à évaluer tout seul s'il fait beau, s'il fait pas beau, s'il a beaucoup plu, s'il fait froid ou s'il fait pas froid. Pour ça, on a des données météo. Moi, la première station météo, je m'en rappelle encore, et quand je l'ai installée, c'était en Espagne pour ma thèse, j'ai mis 2 jours et demi. Il fallait la connecter à un modem, il fallait mettre des batteries camions, des panneaux solaires, il fallait faire une programmation en DOS. Enfin, c'était assez complexe. Maintenant, une station météo, on a les virtuelles, là on a quelques points ici, mais on a ces stations météo là, on arrive, on les installe, on appuie sur un bouton et elles fonctionnent. Elles nous envoient de la donnée directement sur notre téléphone. Ça, il faut l'utiliser. Et là, ça a une vraie mémoire. Et on peut récupérer toutes les données d'années précédentes. Là, je suis en train de faire une étude pour le Médoc et on remonte jusqu'aux années 2000 sans problème. C'est un clic sur l'ordinateur. Ce sont des années très, très importantes. On va pouvoir travailler pour le pilotage. Les outils de pilotage, très rapidement, il en existe plein. Il faut toujours penser à celui qui va être le plus intéressant pour nous. Donc, on a des outils de sol, de plantes, de modélisation. Je ne vais pas y revenir. Les erreurs à éviter. Ça, c'est une partie très importante. C'est surestimer la ressource en eau. Très souvent, on va se tromper là-dessus. Ne pas anticiper l'agrandissement. C'est-à-dire que pour certains viticulteurs, on va faire un plan à 2-3 ans. Mais quand on a l'eau, on y prend goût. Il faut penser à tout ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Et ouvrir des tranchées, c'est le plus cher. Donc, il faut penser à ce qui va être fait dans le futur. La maintenance du réseau d'irrigation, que ce soit en hivernage ou en saison, c'est très très important. Oublier de faire des contrôles, débit avec notre compteur et pression avec le manomètre. Et surtout, ne pas anticiper tout ce qui est les irrigations, c'est très 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 problématique. Au niveau de la maintenance, quelques exemples. Des mauvais, une vanne qui était installée, qui a pété avec le gel, avec des hivernages très simples, comme vous voyez là-bas. Ça, c'est dans le Gard, on enlève tout, on met du scotch, et puis en début de saison d'irrigation, on remet tout. Une station de filtration qui est très sympa, mais quand on arrive et qu'il y a un anneau qui reste à l'extérieur, là, sur ce cas-là, il a fallu changer 30 km de tuyaux, juste à cause de 2 ou 3 anneaux qui sont sortis. Des filtres à sable qui sont en place, mais que lorsqu'on regarde à l'intérieur, il manque du sable. Et puis quand on cherche, on se rend compte que le filtre de sécurité derrière est tout perforé. Donc il y a énormément de maintenance à faire. Et tout ce qui est les contrôles, des contrôles très simples, des contrôles de débit qu'on va venir faire sous les goutteurs, c'est chronophage, ok, mais c'est très intéressant pour savoir comment se comporte notre irrigation dans notre parcelle. Et ça, vous pouvez le faire en tant qu'irrigant, ou si vous avez des stagiaires, les mettre là-dessus. Ça va prendre 2 heures dans la saison, mais ça va être très très utile. On le met en complément des compteurs. Et ensuite, les manomètres de fin de ligne. Un manomètre, on vient l'utiliser à la fin de ligne. Ça nous permet de purger, d'évacuer les eaux et les sédiments qui sont sur cette ligne-là. Et ensuite, on va venir mesurer la pression. Et l'indicateur de pression va nous donner énormément d'informations sur le bon fonctionnement de notre irrigation. Un exemple que je montre très régulièrement, on m'appelle, Marc, il y a un problème, on n'a pas suffisamment d'eau dans notre parcelle, il faut faire un deuxième forage. Déjà, moi j'arrive sur le forage, on a 10 bars. Sortie de filtration, on a 4 bars et demi. Donc là, déjà, on a un petit problème, parce qu'entre le forage et la sortie de filtration, on a 10 mètres. On arrive en tête de peigne, on a 1 bar. Et on arrive en fin de rang, on est à 0,3 bar. Donc, ce n'est pas un manque d'eau, c'est un manque de maintenance. D'accord ?
il faut faire très attention à ça. Quand on parle de éco-responsable, c'est bien connaître ce qui se passe dans l'eau, dans notre réseau d'irrigation. Ça, malheureusement, on l'enseigne très peu dans les écoles en France. Juste pour conclure, un système manuel ou tout automatisé en 3 ans, ça se dégrade. On peut avoir jusqu'à 60% d'erreurs. Et les contrôles basiques du réseau permettent une économie d'eau. L'eau en France, elle n'est pas chère pour l'instant. On va commencer à avoir certaines contraintes pour la distribuer, pour pouvoir y avoir un droit. Mais c'est à nous en premier de montrer le bon exemple et de dire, ben voilà, on est économe en eau parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on applique. Je m'arrête là.